et ça va beaucoup aider à améliorer la qualité des enseignants qui seront licenciés depuis votre institution. Donc, félicitations. Et je vous donne la parole pour intervenir tout de suite sur l'intérêt de l'humour dans la thérapie. Est-ce qu'un patient qui rit est tout à fait ou à moitié ou pas du tout guéri? Merci. Merci, Dr Rafrafi, pour cette présentation. Je vais commencer par un petit trait d'humour en remerciant le comité d'organisation dont je fais partie et principalement Madame Selma Derwish de m'avoir donné l'occasion effectivement d'être au feu et au moulin dans ce colloque. Donc, merci à tous. Donc, ma communication s'intitule « Patient qui rit à moitié guéri », c'est une question, et plus particulièrement la place de l'humour dans la thérapie. Donc, pour introduire ce sujet, je voudrais d'abord commencer par une définition de Jean-Luc Donnet, c'est un psychanalyste français, qui écrit dans un article intitulé « L'humour en séance ». Sans doute, l'humour, qu'il vienne de l'analysant ou de l'analyste, n'apparaît-il dans la séance le plus souvent que comme un appoint de séduction, bien ou mal vu. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur le contexte de la séduction et la place de l'humour dans la séduction. Quand on parle d'humour entre partenaires qui veulent se plaire l'un l'autre, souvent cet humour est perçu comme facilitateur, comme un moyen, on va dire, un bon point. Un homme qui nous fait rire, d'ailleurs, il y a un dicton qui dit « femme qui rit à moitié dans son lit ». Bon, ça ne veut pas dire qu'on a une moitié de femme dans le lit, ça ne veut pas dire non plus qu'elle est entre le lit et la chambre, mais c'est pour dire que ça facilite un petit peu la situation de séduction. Je reviens maintenant au contexte de la thérapie et je vais essayer de faire une sorte d'analogie, un petit peu de rapprochement, puisque dans la définition précédente, l'humour était associé à un appoint de séduction dans la relation thérapeutique. Et là, je pose la question, est-ce que le patient qui rit est à moitié guéri, à moitié investi, à moitié conquis? Est-ce que le rire, finalement, dans la thérapie est facilitateur de cette relation thérapeutique? Donc, dans cette communication, je vais essayer de répondre aux questions suivantes. La première étant la place de l'humour dans la prise en charge thérapeutique. Je vais m'intéresser à la fois à l'humour chez le patient, mais principalement à l'humour chez le thérapeute. Et je voudrais aussi voir l'impact de cet humour sur le patient. Ainsi, en vous exposant ces différentes facettes liées à l'usage de l'humour en thérapie, j'espère favoriser l'émergence d'une démarche réflexive qui vous guidera, futurs cliniciens, dans l'utilisation créative de l'humour en connaissance de cause de ses effets sur vos patients. Concernant l'usage de l'humour dans la prise en charge psychologique, et j'insiste sur ce terme-là, une revue de littérature sur la place de l'humour a été pour moi malheureusement très peu fructueuse. En effet, la majorité des travaux et des études que j'ai trouvées en faisant mes recherches sont d'orientation médicale, paramédicale, et il y avait quand même aussi pas mal d'études en psychanalyse, ce qui n'est pas mon point fort, vous le savez peut-être. La plupart des études aussi mettent l'accent sur l'humour chez le patient, mais pas forcément chez le thérapeute. En effet, cet humour chez le patient a été défini dans un premier temps par Freud, ça a été évoqué en début de séance aujourd'hui, qui évoquait cet humour comme un mécanisme de défense. Et d'ailleurs, dans son livre « L'humour, Freud et le rire », écrit par Jean-Pierre Camignac, l'auteur parle de l'humour comme étant un mécanisme de défense qui permet au patient de révéler, bien que de manière inattendue, ses exigences de la réalité. L'humour, donc, a un effet libérateur. C'est une sorte de territoire libre où l'esprit de l'homme peut se délivrer en parole, en pensée, malgré les répressions extérieures. Ainsi,
on a ici une fonction de l'humour qui est utilisée par le patient, qui peut avoir un effet bénéfique sur ce dernier, sur sa façon de voir et de vivre sa problématique. L'humour devient ici un outil de rassurance, de relativisation de la situation, une sorte d'acceptation qui peut nous amener à un certain oubli de la situation du patient et de sa condition. Le problème, c'est qu'il faut attirer quand même l'attention sur une certaine ambivalence qu'on a dans cet humour, puisque quand il est utilisé par le patient, l'humour peut passer d'un mécanisme de défense à un mécanisme d'évitement. Ici, le patient va utiliser l'humour pour dénier sa réalité, éviter d'affronter ses problèmes, minimiser ses symptômes, distraire le psychologue. Et toute la finesse du psychologue, c'est d'être, face à cette perversité de l'humour, attentif. Il doit donc savoir prendre compte de cet humour, recadrer le patient pour prendre en considération le problème le plus profond que l'humour essaye de garder en surface. Pour aborder l'humour chez le psychologue, chez le thérapeute, je voudrais d'abord partir d'une expérience propre. En effet, j'ai grandi dans une famille qui a toujours accordé une place importante aux jeux de mots et aux mots de l'esprit. Et l'humour est pour moi un mode de communication dont j'use régulièrement pour faire face aux situations qui me mettent un petit peu mal à l'aise, pour dédramatiser les situations complexes. D'ailleurs, dans ma pratique enseignante, et peut-être que certains d'entre vous m'ont eu en tant qu'enseignante, j'ai choisi la voie de l'humour aussi, en sachant le rôle de l'anecdote rigolote dans le fait de faciliter la rétention de l'information. Mais lorsqu'il a été question de prendre en charge des patients, j'ai longtemps hésité à avoir recours à ce mode de communication. En effet, pour moi, quand on parle de... Excusez-moi. En effet, on m'a toujours inculqué l'importance de la neutralité bienveillante dans la relation thérapeutique. Or, l'humour me paraissait ici comme une transgression de cette posture. De plus, quand on parle de l'humour, on est souvent face à une dualité du fait que l'humour est composé d'un caractère objectif en tant qu'outil de communication, mais qui rentre souvent en conflit avec un caractère subjectif qui dépend de la personnalité de chacun. Parfois, un humour ou une tentative d'humour peut être comprise comme la moquerie et entraîner une certaine susceptibilité, et c'est ce qu'on avait discuté tout à l'heure avec le professeur Hanot. Certains cliniciens auront été marqués par des conséquences négatives de l'usage inapproprié de l'humour, tandis que d'autres évoquent une situation où l'expression d'un trait d'humour a su dénouer une impasse. Et c'est sur ce deuxième point que je vais vous évoquer une première expérience. Lors d'une séance de remédiation cognitive avec un jeune adolescent, je m'étais retrouvée dans une situation inconfortable où le patient était démotivé, distant. Il ne voulait pas entrer en relation avec moi dans ce travail thérapeutique. Pour détendre l'atmosphère, j'ai donc tenté de le faire rire en ayant quelques comportements maladroits et en étant dans une autodérision. Et à cet instant, j'ai observé une sorte de lueur au niveau de son regard, une esquisse d'un sourire, et la séance a pu débuter. D'ailleurs, cette première a permis par la suite de dénouer toute la relation et donner suite à de nouvelles situations humoristiques avec ce patient. Vous voyez par cette illustration que finalement, l'humour dont j'ai usé ici est semblable à celui du patient, c'est-à-dire que c'est une fonction de mécanisme de défense chez le thérapeute, qui s'en sert de diversion pour soulager son propre inconfort. Je laisse le soin à mes collègues psychanalystes d'analyser cette situation. L'humour permet donc d'avoir une certaine distance par rapport à une situation compliquée, de dédramatiser certaines situations. Lorsqu'on parle de l'humour chez le thérapeute, c'est un outil qu'il peut mettre en place et il peut être considéré comme un outil d'évaluation, un outil diagnostique. En effet, l'humour peut être utilisé pour détecter certains signes cliniques, pour étayer les impressions diagnostiques,
Par exemple, il peut nous renseigner sur la capacité du patient à faire face à des situations stressantes, c'est-à-dire à avoir une sorte de coping face à ces situations, ou encore à la compréhension de la théorie de l'esprit. D'ailleurs, en remédiation cognitive, nous avons plusieurs exercices qui font appel effectivement à l'humour et à la compréhension de l'humour par le patient et donc à sa théorie de l'esprit. Une autre fonction bénéfique de cet humour chez le thérapeute, c'est d'améliorer la qualité de l'alliance thérapeutique. Un clinicien qui est capable de se montrer amusant en séance sera perçu par son patient comme étant plus humain, plus authentique, ce qui va améliorer encore plus la communication. Du côté du patient qui reçoit cet humour du praticien en séance, l'humour peut permettre effectivement d'amener le patient à développer de nouvelles perspectives face à sa situation. Panicelli, d'ailleurs, met l'accent sur cette vertu thérapeutique de l'humour lorsqu'il évoque qu'un recadrage peut devenir recadrôle. D'autre part, les émotions positives qui sont induites par l'humour pourraient également aider le patient à développer une plus grande flexibilité mentale, une meilleure capacité de planification ou encore une créativité dans la résolution de problèmes. Bien que l'humour ait des effets bénéfiques dans ce contexte thérapeutique, il n'en reste pas moins un outil à double tranchant. C'est ce que défend d'ailleurs Laurence Kubi, qui évoque un effet destructeur, dévastateur de l'humour sur la relation thérapeutique. Selon cet auteur, un faux pas peut être perçu comme une sous-estimation de la plainte ou encore comme une humiliation visant à minimiser la détresse du patient et rompant ainsi la relation thérapeutique. Cet aspect-là, donc, nous souligne le côté technique de l'utilisation de l'humour dans la thérapie, qui nécessite une évaluation du profil du patient, de sa problématique, ainsi que des facteurs de risque potentiels. Par exemple, un patient qui a une personnalité paranoïde ou encore un patient qui a subi un harcèlement dans le passé. En même temps, après cette première évaluation, le praticien doit continuer en permanence à faire cet exercice pour moduler la nature et la fréquence de ses interventions humoristiques en fonction du degré de réceptivité du patient. Donc, cet outil humoristique doit être utilisé avec modération, surtout et pendant l'évaluation de la situation. Mais il doit aussi être dirigé vers un objectif bien particulier et non pas être utilisé d'une manière très spontanée. En effet, selon Sapeur, un thérapeute pourrait être tenté, consciemment ou non, d'utiliser l'humour pour satisfaire principalement ses besoins d'exhiber ses talents, et non forcément pour répondre à ceux du patient. Cela peut placer le patient dans une position délicate où il se sent contraint de rire pour éviter de déplaire au thérapeute. Un autre point délicat, c'est de se méfier de la charge d'agressivité à l'égard d'un patient qui peut parfois être évacuée inconsciemment via l'humour. D'ailleurs, en psychiatrie, Franzini conseille aux thérapeutes de ne jamais utiliser l'amour avec les patients. L'amour. Je fais le même jeu de mots que Madame Derwish. L'humour, donc ne jamais utiliser l'humour avec les patients qu'on n'aime pas. Et d'ailleurs, on ne peut pas utiliser l'amour non plus. Pour conclure, et malgré ces quelques réserves, plusieurs experts en santé mentale estiment que les bénéfices liés à l'intervention humoristique en thérapie dépassent largement les risques potentiels pour le patient dans la mesure où le clinicien en fait bon usage. Et pour ce faire, ce dernier doit évaluer préalablement la qualité du lien thérapeutique, les caractéristiques du patient, les formes de l'humour les plus adaptées au contexte donné. Il semblerait d'ailleurs que l'autodérision constitue sans doute une des formes d'intervention humoristique les moins risquées à utiliser en début de relation, alors que l'ironie demeure un outil plus délicat à manier. Pour finir, certains chercheurs appellent à maîtriser les rudiments de l'humour thérapeutique pour en faire un outil, une sorte d'aptitude valorisée dans les formations des cliniciens. Cette habilité relationnelle pourrait, selon eux, être enseignée aux futurs thérapeutes via des cours théoriques et des supervisions cliniques. Mais ici,
j'ai un petit souci, car quand on parle d'humour, on parle de spontanéité, on parle de l'effet de surprise, et si l'humour devient académique, est-ce qu'il sera drôle quand même? Et je vous remercie de votre attention. Bravo Yassamine pour ce survol. J'ai un petit reproche à vous faire. Je suis restée sur ma faim. Je vous avais beaucoup développé le rôle du thérapeute. Hein. Oui. Donc probablement thérapeute qui rit, thérapeute qui réussit à moitié ou en totalité. Je te donne l'occasion, à l'occasion de la discussion, de développer aussi le point de vue du patient. Hein. Si vous avez des questions, je vous demande de les poser. Sinon, moi j'ai une question par rapport à la théorie de l'esprit. Notamment, je ne peux pas ne pas faire écho comme psychiatre de ma pratique avec notamment les patients qui ont un trouble du spectre autistique ou bien les patients qui ont un trouble schizophrénique où il me semble que la remédiation cognitive fait beaucoup, hein, elle les améliore beaucoup, mais n'y a-t-il pas justement un frein ultime, une étape où comment on peut leur apprendre, entre guillemets, ou leur inculquer cette finesse de l'humour. Car effectivement, un patient avec schizophrénie qui rit, pour moi, c'est un patient qui est totalement guéri. Oui. C'est une question qui est quand même très délicate, puisqu'effectivement, développer la théorie de l'esprit n'est pas chose aisée. On manque beaucoup d'outils dans ce domaine. Quand on parle de remédiation cognitive, on reste quand même sur des fonctions assez générales, l'attention, la mémoire, la planification. Donc, je pense qu'il y a encore des choses à développer dans ce sens, puisque quand on parle d'humour, on est souvent dans le second degré, on est dans l'implicite, et donc, pour ces patients-là, ce n'est pas forcément chose aisée de saisir ce sens-là. Par contre, peut-être, oui, peut-être utiliser un humour du premier degré dans un premier temps pour leur apprendre, et pourquoi pas développer cette idée d'humour thérapeutique, qui soit quelque chose construit sur des bases scientifiques. Dans le vif du sujet aussi, est-ce qu'il y a certaines cultures qui acceptent l'humour thérapeutique? Est-ce que le background contextuel, conjoncturel du patient, mais aussi le contexte général, notamment son contexte culturel, est-ce qu'ils font qu'il est prêt? Par exemple, je me dis, nous, Tunisiens, et aussi nos jumeaux, moi je pense, hein, les Libanais, je pense que nous sommes culturellement préparés à user en tant que patient et en tant que thérapeute de l'humour. Est-ce que ce serait vrai auprès des Nord-Européens, par exemple? Est-ce que c'est vrai, je ne sais pas, une autre population? Est-ce que vous les Japonais. Oh, oui, auprès des Japonais, par exemple. Est-ce que la culture, est-ce qu'elle modèle donc notre esprit à accepter ou ne pas accepter le contexte de l'humour? Je pense, oui, que l'humour est culturel, ça c'est un fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai insisté à chaque fois sur la nécessité d'évaluer la situation thérapeutique. C'est-à-dire que, bon, en Tunisie, pour mon cas en tout cas, quand j'ai été face à des patients, c'était souvent des patients tunisiens. Mais si jamais j'étais face à un patient d'une culture différente, je pense que j'aurais essayé de mesurer les choses, de prendre de la distance et non pas forcément passer directement à l'action avec le risque de froisser ou d'être à côté. Alors, nos conférenciers qui sont connectés avec nous, vous pouvez intervenir et nous enrichir le débat. Juste activez votre micro si vous voulez participer à la discussion. Madame Anneau. Alors, oui, excusez-moi, je levais la main. Donc, j'aimerais
d'abord remercier Yasmine pour sa présentation. Merci beaucoup Yasmine, j'ai vraiment apprécié ta présentation qui était super enrichissante et ça m'a rappelé un peu la partie, j'avais travaillé au niveau de ma thèse par rapport à l'humour et le rôle de l'humour. Et la question que je me suis posée par rapport à l'humour en tant qu'outil diagnostique en fait de la santé, disons, mentale et psychologique de l'adolescent plus particulièrement. Et alors ce que j'aimerais dire, c'est que je pense qu'on ne peut pas vraiment inculquer l'humour à quelqu'un, puisque comme tu l'as si bien dit, c'est quelque chose quand même d'assez spontané. Mais je pense qu'on pourrait initier justement les futurs psychothérapeutes, psychologues, psychiatres, justement, à être plus dans une attitude humoristique, à peut-être accepter et un peu plus l'humour, utiliser un tout petit peu plus l'humour, à moins être dans la crainte, dans l'utilisation de l'humour, comme tu l'as été toi-même lorsque tu as été dans cette position de neutralité bienveillante et ce questionnement des limites, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, qu'est-ce que ça va provoquer finalement. Parce que je pense, comme professeur Mariano l'a bien mentionné, l'humour est maturant, résilient. Donc justement, quand on est dans cette relation à deux, quand le psychothérapeute est capable d'offrir un modèle qui utilise l'humour, un modèle auquel le patient pourrait s'identifier et avec lequel il pourrait échanger, comme ça, moi je pense qu'il lui offre en quelque sorte une voie de sortie et de distanciation avec une charge pulsionnelle qui serait parfois difficile à accepter, à ressentir, voire à exprimer. Donc, offrir aux patients cette possibilité-là de s'identifier à une figure qui utiliserait l'humour et pouvoir aussi l'utiliser lui-même dans une approche un tout petit peu plus thérapeutique et salvatrice serait extraordinaire dans cette rencontre à deux, dans cette intersubjectivité. Voilà, merci beaucoup Yasmine. Merci, merci. Est-ce que je peux intervenir un tout petit peu? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui. Voilà, je voulais juste dire, donc j'ai beaucoup apprécié l'intervention, puisque c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à m'intéresser à l'humour, c'est l'utilisation, entre autres aussi, en cours de thérapie. Mais je voulais juste apporter quelques éléments peut-être complémentaires ou de nuances. C'est d'une part la prise en compte de j'allais dire, de la personnalité du patient. Prenons le cas peut-être un peu extrême, mais que l'on rencontre quand même plus d'une fois en thérapie, de personnalités que je qualifierais pour ne pas dire paranoïaque, au moins de paranoïde. L'utilisation de l'humour peut être très mal perçue, même si l'intention est totalement bienveillante, si c'est vraiment pour détendre l'atmosphère, etc. Il peut être perçu parfois par un patient comme quelque chose de malveillant, ou comme de l'ironie, alors que ce n'était pas l'intention. Enfin bon, c'est donc quelque chose qui est tout à fait intéressant en thérapie, mais qu'il faut quand même manier avec précaution, avec certains sujets, en fonction notamment de leur personnalité, ou de certains sujets aussi sur lesquels ils n'ont peut-être pas forcément envie de faire de l'humour. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant dans la relation thérapeutique. Voilà. Oui, vous avez le micro. Oui, j'aimerais justement rebondir sur ce qu'a dit professeur Mariano. C'est dans la relation en fait thérapeute-patient. Donc il y a deux positions différentes. L'usage de l'humour de la part, en tout cas du thérapeute, quel qu'il soit, psychiatre, psychologue, etc. Elle est très délicate. Certainement, on est appelé parfois à faire usage de l'humour, mais on se retient, on se dit, c'est-à-dire on imagine un peu peut-être que l'impact ne serait pas ce qui était souhaité, mais par contre de la part du patient, je pense que c'est quelque chose de très positif. Je ne sais pas, moi, à partir de ma pratique clinique, j'ai remarqué que la population qui en fait le plus usage, c'est les adolescents. Les adolescents, ils sont beaucoup dans l'humour et dans l'autodérision. Et j'ai l'impression, l'acceptation, l'accueil de cet humour par une réaction, elle peut être non verbale, c'est-à-dire même, ça les réconforte. Ça les pousse à s'ouvrir encore plus. Donc là, bon, à partir de... Mais c'est vrai que c'est marquant, les adolescents. Je ne sais pas si vous partagez, je sais pas ce constat, en tout cas cette observation. Il y a beaucoup
d'adolescents qui font usage de l'humour. Et je pense, bon, l'adolescence est connue, c'est une période où on remet tout en question, les idéaux parentaux, l'apparence physique, tout cela, soi-même. Donc là, je pense que c'est intéressant de travailler sur cet aspect relation et usage de l'humour dans la relation thérapeutique. Merci Yasmine pour cette communication. Merci Salma. Oui, par rapport effectivement à cette population, je suis tout à fait d'accord et c'est d'ailleurs pour cette raison que ma première expérience a été avec un adolescent parce que je me sentais un peu plus en confiance de faire de l'humour avec un adolescent. Il me paraissait réceptif à cet humour. Par contre, j'ai eu aussi l'expérience avec des personnes âgées, mais c'est un autre style d'humour. On va être vraiment sur des jeux de mots assez fins, quelque chose qui est un peu plus intellectuel, comme le définissait Freud dans ses écrits, les mots de l'esprit. Donc c'est un peu dans cet esprit. En fonction de la population, effectivement, ça change. Par rapport aux adolescents, monsieur, vous voulez prendre la parole? Vous pouvez lui donner le micro, s'il vous plaît? Merci, madame. Oui, c'est bon, on vous entend. C'est bon. Je voulais établir un parallèle entre l'approche du thérapeute et celle de l'enseignant que vous êtes. Je vais vous raconter une petite anecdote d'abord. Socrate avait un ami qui avait un fils. Donc, il a demandé à Socrate de le prendre en charge pour donc l'encadrer comme il le fait avec plein de gens. Au bout de 4 jours, Socrate renvoie l'enfant. Alors le père, il vient lui dire « Mais pourquoi, Socrate, tu as renvoyé mon enfant ?» Qu'est-ce qu'il lui répond? « Il ne m'aime pas. » Conclusion, le processus d'apprentissage pédagogique est amour ou n'est pas. Est-ce que c'est la même chose pour le thérapeute? Et est-ce qu'on a le droit, en tant que thérapeute, de ne pas aimer notre patient? Merci. Oui, l'actualité fait beaucoup de parallèles entre l'enseignement et le processus thérapeutique. Peut-être des éléments de réflexion, on a tous nos expériences. Comme vous avez très bien fait le lapsus humour et amour, l'amour aussi peut tuer. Donc l'intention du thérapeute ne doit pas être un amour étouffant, ni un amour qui va phagocyter ou va castrer son patient. On est là pour autonomiser le patient, pour aussi bien aussi dans l'enseignement. On est là pour accompagner les apprenants dans un processus pendant un certain laps de temps. Soit on est témoin de leur souffrance en pathologie, soit on est témoin de leur libération en tant qu'enseignant. Mais c'est vrai dans le cas de l'enseignant, aussi bien dans le cas du thérapeute, si on n'aime pas son métier. Moi, je dirais aimer son métier. Et aimer son métier plus que son patient. Parce que si on aime ce patient, je vous conseille de passer la main à quelqu'un d'autre. On ne peut pas le guérir. Donc, je reviens à l'adolescent. L'humour adolescent, quand il est de type autodérision, c'est qu'il a réussi son processus de seconde. Voilà, l'adolescence c'est la session de contrôle de l'enfance. S'il réussit, c'est l'un des témoins, je dirais, un marqueur, comme le sourire-réponse chez le petit enfant. Et bien, chez l'ado, quand il fait de l'autodérision, c'est qu'il a réussi à se développer et il a mis de la distance. Il peut rire de lui-même. Mais malheureusement, ils ont beaucoup de difficultés à rire d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils rient des autres, parfois de manière agressive, dans le harcèlement, les moqueries. Ils usent de ce stratagème. Il faut savoir les contenir à ce moment-là, ne pas les rejeter et les amener justement à faire de l'autodérision. S'ils le font, je pense que là, ils ont réussi.
Donc, sans tarder, je passe à la prochaine intervention. Madame Jihen Mrabat, désormais on la présente comme étant assistante en psychologie à l'université américaine des EAU. Mais moi, je persiste à dire qu'elle émane de l'université tunisienne et elle y reviendra certainement un de ces jours. Donc, Jihen, bonjour. Et on a fait un lien, le fil conducteur s'offre à vous directement, parler d'humour et de processus adolescent. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup Lim. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je serai je ferai toujours partie de la faculté des sciences humaines et sociales, l'Institut. C'est mon identité, hein, c'est mon refuge, même si je suis très très loin. Mon cœur est toujours parmi vous. Et je suis ravie vraiment aujourd'hui d'avoir cette occasion en fait de revenir dans cet espace qui m'est si familier et si agréable et de parler justement de quelque chose qui m'est aussi très agréable, de partager avec vous ce que j'ai pu découvrir sur l'humour, un peu ce que j'ai pu trouver par rapport à ma thèse, ce que j'ai pu, disons, le plaisir que j'ai ressenti, j'aimerais justement le partager avec vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que justement, l'humour, ça se partage, hein, et ça nécessite toujours la présence d'un tiers ou de tiers en général. Et donc, j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui du rôle de l'humour dans le processus adolescent, plus particulièrement parler du fonctionnement précaution, l'importance du fonctionnement précaution. Et donc, c'était mon sujet de thèse et ça a été dirigé par le professeur Liad Bajab et par le professeur Pascal Maléfant. Et ça a été soutenu à l'Université de Rouen. Donc, alors, d'abord, on va essayer d'essayer de comprendre un peu ce que c'est que l'humour, d'essayer un peu de comprendre ce que ça fait, pourquoi c'est important. Et j'aimerais justement commencer par quelque chose que George Orwell avait dit il y a longtemps. Parler de l'humour comme cette sorte de petite révolution, en fait, une révolution sur le langage, sur le sens des choses, les acquis ancestraux, les lois. Et forcément, l'humour viendrait justement destituer ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ne sont plus aptes à suivre la nouvelle vague, le nouveau mouvement, et justement donc ceux qui ne se développent plus. Et là, on ne peut pas justement nier le parallèle, on ne peut que remarquer le parallèle entre cette définition-là de l'humour et l'adolescence en tant que période, cette période de révolution par excellence, contre soi, avec soi, contre l'autre et avec l'autre. Donc, ensuite, l'humour serait aussi, selon Bergson, garant d'une résolution symbolique de tout ce qui est incongru, de tout ce qui n'a pas de sens, de tout ce qui est inapproprié. D'accord ? Donc, rire et sortir de la norme garantirait aussi le respect de cette norme, l'instauration d'un équilibre psychique. Donc, comme vous voyez, l'humour, il a toujours cette faculté justement de réunir les opposés. Il a cette aptitude unificatrice des opposés. Il consiste à créer du sens dans le non-sens et donc participerait justement au bon déroulement de la quête identitaire chez les adolescents. Plus particulièrement, comme vous l'avez si bien remarqué, Yasmine, Salma, vous-même, Dr. Lee. Donc, l'humour permet d'être sur deux positions à la fois, de ressentir deux sentiments à la fois, le danger de braver l'interdit et en même temps la sécurité d'avoir quand même un accord du surmoi protecteur. Le surmoi va accepter justement cette expression de pulsion parce qu'elle est travestie par l'humour, donc elle est acceptée. Donc, l'adolescent trouverait beaucoup plus de facilité à ce niveau-là de pouvoir exprimer les choses et projeter à l'extérieur ces choses-là qui le dérangeraient, qui le travailleraient. Donc la satisfaction narcissique qui déroule de l'expression travestie des pulsions, comme on vient de le dire, servirait à la restauration d'un vrai surmoi aux dépens du faux surmoi et permettrait par là même l'expression d'un vrai self au sens de Henri Danan-Boileau. L'humour servirait à mettre à distance les angoisses et aussi exprimerait de manière justement humoristique, joviale, des sentiments qui seraient refoulés, transformant ainsi le symptôme anxiogène en mots et permettant une mise à distance psychique de la douleur. Et c'est là justement que le préconscient va intervenir, car le préconscient serait garant du travail transformationnel au sens de braconnier des traces mnésiques de la pulsionalité sexuelle et fractrice en représentation de mots,
Et il se verrait justement, cette pulsion-là se verrait selon Benjamin désomatisée, secondarisée et au meilleur des cas, justement, psychisée. Donc cette mise à mot et non à mort des mots nécessite la mise en place d'un travail de liaison entre la représentation et l'affect, permettant la transformation de la représentation de choses en représentation de mots. Donc plus le préconscient est bon, plus le préconscient est bien établi, plus on va voir une installation d'un plaisir à penser chez l'adolescent. Dans d'autres cas, si le préconscient est défaillant, malheureusement, cela provoquerait une décompensation sur le plan somatique et ou psychique. Plus le préconscient est riche, donc plus on sera face à une facilité justement chez l'adolescent à effectuer des allers-retours entre le présent et le passé, une production de capacités associatives quand même assez riche et une possibilité de rêver en présence de l'autre et de communiquer sa rêverie dans un plaisir de fonctionner et de penser. Donc ainsi, il me semble que écouter les mots dans les deux sens ici, moi je fais un peu de l'humour freudien. Écouter les mots des adolescents, donc leur langage, consisterait à écouter leur vie psychique interne, dans toute sa dynamique narcissique et objectale, propre justement à cette période de vie très particulière. Donc, afin de pouvoir un peu penser les choses et être plus dans la pratique et de comprendre cet humour adolescent, j'ai essayé de chercher un peu dans la littérature quelles étaient les catégorisations de l'humour. Est-ce qu'on avait une certaine catégorisation, quelque chose de l'ordre d'un modèle? Donc j'ai pu trouver quand même pas mal de types d'humour. Donc Sigmund Freud, bien sûr, avec le mot d'esprit, qui a été le déclencheur un peu de ma recherche et de mon questionnement sur l'humour. Judith Kaufman avec l'humour noir, Vassilis Kapsambilis avec l'humour des schizophrènes, Judith Stora-Sandor, l'humour comique. Donc il y a énormément, après il y a le sarcasme, il y a l'ironie, il y a énormément de l'autodérision, énormément de types d'humour en fait, mais pas réellement de modélisation claire. Donc nous allons vraiment voir une modélisation, on va découvrir une modélisation uniquement, dans mon sens à moi, dans mes recherches, avec Martin Rod et ses collaborateurs, qui va lui essayer de diviser ou de modéliser l'humour en deux parties. Alors il appellera ça un humour adapté et puis un humour non adapté. Donc dans l'humour adapté, il va diviser ça en deux parties. L'humour auto-amélioratif et l'humour affiliatif. Donc l'humour auto-amélioratif serait un humour qui est accepté, non préjudiciable aux autres, donc il n'y aura pas d'agressivité, il n'y aura pas de dénigrement de l'autre, ayant une vue comique sur le monde. Donc c'est plutôt rire un peu du monde, être un peu dans cette distanciation, faire un peu de l'ironie sur le monde, sur le déroulement des choses, mais non pas sur des personnes en particulier. Donc voilà, ce n'est pas vraiment agressif. Donc cet humour auto-amélioratif a été corrélé négativement avec le neuroticisme et les affects négatifs et il a été corrélé positivement avec la stabilité émotionnelle, l'optimisme, une bonne estime de soi, une tendance à être agréable dans les interactions sociales. Pour l'humour affiliatif, donc bien sûr c'est un mouvement interpsychique ici, donc c'est un recours accru aux blagues. Ici dans l'humour affiliatif, nous allons trouver justement la composante de l'humour autodérisoire. Mais nous allons retrouver l'humour autodérisoire aussi dans l'humour inadapté. Parce que justement, quand on était en train de discuter de l'humour, on avait dit que l'humour autodérisoire était très intéressant, qui pouvait justement nous informer sur un bon déroulement psychique de l'adolescent, mais que pousser un peu trop loin, parfois viendrait justement détruire un narcissisme déjà assez fragilisé et justement ne viendrait plus à faire rire en fait. Donc Martin va faire la différence en mettant ici l'humour autodérisoire, on va dire sain, qui va servir plutôt à apaiser les autres, qui est tolérant, qui est non hostile, et voilà, il va y avoir des blagues, ça va être un peu l'humour comique en quelque sorte. Donc ça va être corrélé négativement avec l'anxiété et la dépression et positivement avec l'ouverture, l'estime de soi positive et la tendance à produire des affects positifs. Non, maintenant parlons de l'humour inadapté, donc pareil, ça se divise en deux parties. Donc nous avons l'humour agressif et l'humour autodérisoire, mais ici avec sa composante plutôt déstructurante. Donc l'humour agressif consistera en blagues sexistes et ou racistes, l'ironie, le sarcasme, l'humour noir. Donc tout ça, selon Martin, serait sous l'humour agressif. Il serait corrélé négativement avec la stabilité émotionnelle et la tendance à être agréable envers autrui, et positivement avec le passage à l'acte agressif, l'hostilité envers autrui et l'anxiété et la dépression. L'humour autodérisoire, donc là,
poussé à son extrême serait la dévalorisation de soi. Pourquoi? Afin de plaire aux autres et de pouvoir gagner leur sympathie. Donc, il ne s'agit plus de mettre à distance, on va dire, des composantes personnelles dont nous souffrons, mais plutôt d'être à la recherche d'une sorte de réassurance de l'autre. Voilà. Et serait, selon Martin, un témoin d'une faille narcissique et d'une dépendance accrue au regard d'autrui. Il serait corrélé négativement avec la stabilité émotionnelle et la tendance à être agréable envers les autres, et positivement avec l'anxiété et la dépression. Donc, le questionnement de ma thèse était, y aurait-il des différences dans le fonctionnement psychique de l'adolescent selon la qualité de son humour et du moyen par lequel il l'exprime? Et si différence il y a, comment se manifesterait-elle et quelle serait sa signification? Donc, les différents types d'humour émis par les adolescents et la qualité du travail du précaution d'un autre côté vont être mis en quelque sorte en parallèle. Pour ce faire, donc, nous avons utilisé le questionnaire de Martin qui s'intitule The Situational Humor Response Questionnaire. Donc, c'est un questionnaire qui va nous permettre de mesurer ou en quelque sorte modéliser le type d'humour de l'adolescent selon les différentes catégories qu'il avait proposées. Et nous avons aussi eu recours à un test projectif au TAT et des études de cas multiples afin de justement brosser un peu la personnalité de ces adolescents-là et de pouvoir avoir une étude des caractéristiques psychiques inhérentes à chaque groupe d'humour. Donc, nous avons pu étudier 187 élèves, un échantillon assez intéressant quand même, de diverses parties du pays, donc de Tunis, de Sousse et de Monastir. Donc, nous avons à la fin trouvé que sur notre échantillon, 60% d'échantillons exprimaient un humour agressif, quand même, qui n'était pas négligeable. 33%, alors là, et on va dire, c'est une catégorie que j'avais ajoutée, donc que Martin n'avait pas parlé, et c'est que j'ai appelé la catégorie non-humour. C'est la catégorie des adolescents qui, justement, sont résistants à l'humour. Donc, en essayant de recueillir les réponses au questionnaire. Donc, en fait, les questionnaires, il s'agit de quoi? C'est des situations qu'on propose à l'adolescent et on va demander à l'adolescent de terminer la situation. On commence à lui donner comme ça une sorte de commencement et puis on va lui dire, imagine la suite, mais il faut que tu nous donnes une suite qui soit drôle, d'accord? Il faut utiliser de l'humour ici. Et donc, certains adolescents n'ont pas du tout la capacité d'utiliser de l'humour. Et ça, je l'ai appelé la catégorie non-humour. Et nous avons 3% auto-amélioratifs, 3% affiliatifs et uniquement 1% autodérisoire. Donc, la démarche analytique était de déterminer la tendance humoristique en fonction du public cible, puis croiser les données du questionnaire avec ceux du TAT par type d'humour. Donc, pour tout ce qui est la tendance humoristique en fonction du public cible, nous avons remarqué que par rapport à la mère, parce qu'au niveau de différentes situations, il y a différents protagonistes qui vont rentrer en jeu. Et en fonction de ça, nous avons établi ce qu'on appelle une analyse de contenu afin de voir comment les adolescents réagissaient à ces différents protagonistes. Donc, par rapport à la mère, il y avait une majorité de non-humour. Donc, à chaque fois que la mère était là dans la situation, c'était très difficile pour l'adolescent d'être dans l'humour. Probablement, on s'est dit peut-être la mère parce que la mère, elle est survalorisée, sacralisée. C'est l'origine de la vie et de toutes les gratifications. La religion aussi joue un rôle important. Peut-être aussi le complexe de Jaoudel ici, je l'avais mentionné et avait été cité par Abdelheb Bouhdib, bien connu. La famille aussi, nous avons une majorité de non-humour. Alors, pourquoi aussi la famille? Et là, on s'est dit peut-être que c'est un peu un moi auxiliaire, ça sert un peu de peut-être espace transitionnel, peut-être c'est la notion communautaire groupale qui est héritière du noyau arabo-islamique, c'est que la famille, c'est vraiment, ce n'est pas uniquement la maman et le papa, mais c'est aussi les oncles, les tantes, et il y a une quelque sorte on va dire, de respect qui va s'étendre sur les membres de la famille. Ensuite, les adultes et les proches enseignants. Donc, nous avons ici des réponses égales. Donc, il y a des adolescents qui vont être dans le non-humour, d'autres qui vont être plutôt dans l'agressif, dans l'humour agressif et comique. Et là, on se dit que finalement, dès que l'adulte s'éloigne de la sphère familiale, il devient possible d'être pris pour mauvais objet. Donc, il serait là le substitut parental symbolisant un compromis entre l'expression pulsionnelle et le surmoi. Les adultes étrangers, donc la majorité des réactions, c'est un humour comique, beaucoup de grivoiserie et beaucoup d'autodérision. Donc là,
Là, il y a le jeu de la séduction, voire aussi parfois dans l'autodérision, la crainte du regard de l'autre. Je précise que quand je dis autodérision ici, je parle de l'autodérision à son extrême, donc qui serait inadaptée et non pas l'autodérision saine. Donc, par rapport aux pères étrangers, donc ceux qui ne connaissent pas, donc la majorité c'est de la moquerie. Donc, et là on revient sur l'humour agressif, l'exclusion de l'autre, qui renforcerait la cohésion interne du groupe, parce qu'en général quand on se moque des autres en groupe. Hein. L'épuration de son propre narcissisme, parfois ça fait plaisir de se moquer des autres parce que forcément je me dis bah voilà, je me moque de lui, donc moi je vais bien et puis lui il ne va pas bien, donc je me concentre sur lui et je m'oublie un peu moi-même. Et je me projette parfois aussi sur l'identique. Les amis, alors en règle générale, on a on va dire un développement pareil de non-humour, d'agressivité, comique, parfois de l'autodérision. Donc ici, il y a plutôt un partage de l'angoisse et une décharge du pulsionnel. Les petits amis, par contre, quand on parle de relations amoureuses, justement ici, donc on a une majorité de non-humour, voire parfois de l'agressivité. Donc la vie amoureuse de l'adolescent semblerait être sous le primat du sacré aussi, du sérieux. Et en cas de rejet, la réaction est agressive. Parfois, il y a même une abstinence du rire qui serait peut-être aussi assimilée à une abstinence sexuelle, une jouissance à deux et une crainte justement du rappel de l'effraction pubertaire qui est justement là en force lors de la phase adolescente. Donc par rapport à soi, l'humour par rapport à soi justement, donc une majorité de non-humour, mais parfois aussi l'utilisation du comique, de l'autodérision et de l'agressif. Donc la dynamique interne de l'adolescent, elle est particulière et inhérente à chaque adolescent qui est différent de l'autre, indépendamment de sa culture, de son environnement familial. Donc il y a des jeux auto-érotiques entre perte et retrouvailles avec soi, et c'est dans ces essais d'apprivoiser en quelque sorte ses pulsions, donc tout cela se joue dans ce rapprochement et dans cette relation à soi. Donc au questionnaire, nous avons pu relever plusieurs sphères par rapport justement à cette analyse de contenu. Donc nous avons la sphère relationnelle qui est plutôt de la grivoiserie, de la séduction. Donc comme vous pouvez le voir dans l'auto-amélioratif, affiliatif et agressif, la grivoiserie elle est là. Par contre, pour l'autodérisoire, pour l'humour autodérisoire et pour les adolescents qui sont quand même assez résistants à l'humour, la grivoiserie n'est pas là, la séduction n'est pas là. La représentation narcissique pour l'humour auto-amélioratif et affiliatif, elle est pareille. Donc, on a autant de représentations positives que négatives. C'est assez quand même équilibré. L'humour agressif, on a plus de représentations positives de soi que négatives. Et pour l'autodérision, donc c'est plutôt le négatif qui va primer. L'évitement du conflit dans l'auto-amélioratif et dans l'agressif, il n'est pas là. L'adolescent est plutôt il ne va pas chercher à éviter le conflit. On sait très bien que les adolescents en général sont dans cette logique d'évitement de conflit, mais là c'est plutôt par rapport à ce qu'ils sont en train d'écrire par rapport à ces situations-là. Donc comment ils pensent la chose et non pas comment réellement ils vont l'agir. L'affiliatif va être dans l'évitement du conflit et l'adolescent qui n'est pas capable de produire de l'humour va être aussi dans l'évitement du conflit. Il y a aussi une utilisation de lexique religieux qui est important. Pour l'auto-amélioratif, ça se focalisait sur l'étayage. L'affiliatif, l'étayage et la vengeance. L'agressif, il y avait l'étayage, la vengeance, les règles religieuses, le diable, l'ensorcellement, satisfaction parentale. Donc ça tournait autour de ces thématiques-là. Pour les adolescents qui ne pratiquaient pas vraiment l'humour, c'était aussi l'étayage, la vengeance, les règles religieuses, pareil, diable, le destin et aussi la satisfaction parentale. Pour le lexique social, il y avait aussi utilisation de proverbes sociaux énormément, un lexique assez intéressant, de voir que les adolescents étaient capables d'utiliser justement ces expressions communautaires. Donc pour l'auto-amélioratif, il y avait une utilisation de proverbes et beaucoup d'ironie politique en fait. Pour le groupe d'affiliatifs, il y avait une utilisation de proverbes avec d'un jeu de mots, reprise de textes humoristiques autour de la vengeance et de l'agressivité. Pour le groupe d'humour agressif, donc c'était des proverbes, des jeux de mots, reprises pareil de textes humoristiques de Seyss Roux, comme l'a bien mentionné professeur Liad Berjab ou d'autres sources. Donc ça tournait autour de l'agressivité, de la mort, de la malchance, mauvais œil, étayage, image du corps, séduction. Donc ça tournait autour de ça. Pour l'autodérision, donc c'est des proverbes, utilisation de proverbes et de jeux de mots en règle générale autour de la mort. Et pour les adolescents qui n'arrivaient pas à produire de l'humour, donc c'était des proverbes et jeux de mots autour de la mort, de la migration clandestine, objets interchangeables, agressivité, peur, sentiment d'injustice, tromperie. Donc aussi là,
on peut retrouver justement, comme le professeur Mariano l'avait mentionné, quelque part un sentiment paranoïde. Donc ensuite, je passe très rapidement sur le TAT, donc pour dire que, comme vous pouvez le voir ici, donc pour l'auto-amélioratif, affiliatif et agressif, donc la réflexion interne, elle est quand même assez bonne. Pour l'autodérisoire et le non-humour, il n'y a pas vraiment de capacité de réflexion interne. Les capacités de liaison entre représentation et affect, autrement dit le travail du préconscient, pour l'auto-amélioratif et amélioratif, elle est bonne. Pour l'affiliatif et l'agressif, il y a une exacerbation de l'émotionnel par rapport aux représentations de mots. Et pour l'autodérision, donc non, ici, justement, ces capacités de liaison sont entravées. La fonction d'écran du préconscient, elle est maintenue dans l'auto-amélioratif et l'affiliatif, c'est-à-dire que le préconscient a la capacité justement de mettre à distance ou de mettre une limite entre on va dire les mécanismes de défense primaires et secondaires, donc il ne va pas être envahi par les mécanismes de défense primaires. Donc dans l'auto-amélioratif, affiliatif et autodérisoire. Par contre, dans l'agressif et le non-humour, justement, on va voir qu'il y a pas mal quand même de mécanismes de défense primaires qui vont être en jeu. Les capacités associatives sont assez quand même bonnes pour l'auto-amélioratif et l'affiliatif. Par contre, pour les autres, on va voir une infiltration des processus primaires, comme je l'ai mentionné. L'exercice de la subjectivité, elle est assez bonne pour l'auto-amélioratif et l'affiliatif. Par contre, on va voir que quand même, il y a une instabilité identitaire et identificatoire claire au niveau des groupes de l'agressif autodérisoire et non-humour, avec une mauvaise, disons, des imagoparentaux mauvais, de mauvaises images parentales. Et pour ce qui est de la sphère sociale, pour l'auto-amélioratif et l'affiliatif, ça se passe plutôt bien. L'agressif, il y a une hésitation entre repli sur soi et investissement social. L'autodérisoire va plutôt être dans cette phobie sociale, dans cette peur de l'autre. Et le non-humour, il n'y a pas vraiment d'investissement du social comme cela doit être. Donc finalement, rire, c'est se secouer l'identité, comme dit Daniel Siboni. Donc c'est une double position d'être dans la misère et en même temps de s'en consoler. Le jeu va se dédoubler, l'humour prendra place. Il y aura une possibilité ici de contrôler son environnement extérieur et surtout intérieur. C'est le plus important. Donc l'humour permettrait à l'adolescent de jouer et de créer des scénarios, facilitant la gestion des frustrations internes et l'ascension à une position adulte. L'humour participe à la constitution des limites flexibles face aux conflits rencontrés. Il introduit une note de douceur face au retour du refoulé effracteur, comme le dit Pierre et Annie Fraisse. Je vais passer rapidement sur quelques slides pour ne pas prendre beaucoup de temps, parce que je pense que quand même là, je crois que je dépasse un peu le temps. Donc, juste pour dire que l'absence de production humoristique chez l'adolescent avait été relevé par Jean-Pierre Camiagnac, justement, qui disait « Est-ce que cela pouvait être un signe psychopathologique d'une souffrance psychique ?» Et de par notre travail, nous avons pu dire que la production humoristique à l'adolescence, justement, pouvait être un indice favorable à la mise en place d'une secondarisation pulsionnelle, témoignant de la présence d'un processus de dégagement ici et de structuration plus ou moins efficace. Donc, Camiagnac le dit bien, l'humour d'un sujet lorsqu'il se manifeste est toujours déjà un résultat, le résultat d'un certain travail spécifique du préconscient. Par contre, la difficulté d'accéder à cette sphère humoristique viendrait rendre compte d'une incapacité à penser les choses, de l'existence d'une angoisse déstructurante et de l'échec de la mise en place du travail préconscient. Et ça, nous avons pu l'approcher tant sur le plan de la révolution tunisienne et ce qui s'est passé au niveau de la révolution tunisienne, mais aussi ce qui se passe actuellement par rapport au Covid-19 et cette pandémie. Et cela m'a permis en fait de faire un autre travail tout récent sur comment les étudiants réagissaient justement à la quarantaine, à cette pandémie. Et j'ai pu finalement vérifier ce que j'avais déjà trouvé au niveau de ma thèse, que en effet, l'humour il avait un rôle de résilience et que les adolescents qui étaient capables justement d'être dans l'humour adaptatif ou adapté étaient les adolescents qui s'en sortaient le plus avec le moins de dégâts collatéraux possibles. Donc je vais passer un peu sur la sphère sociale. Donc là c'est l'humour agressif. Alors l'humour autodérision, je vais en dire deux mots rapidement. Donc l'humour c'est faire rire la langue à nos dépens et s'en consoler, donc c'est bien. Donc être son propre bourreau, essayer de sortir la personne de sa mortification en prenant appui sur des débris narcissiques parfois et chercher la clémence, on va dire, la consolation auprès des autres. Ça c'est l'autodérision comme a été poussé à son extrême, je vais dire. Donc ça viendrait
illustrer un blocage émotionnel qui parfois justement entraverait l'épanouissement de la sphère sociale. Comme le dit Daniel Siboni, il y a des émotions crispées, recroquevillées, mortifères. Comme il y a des rires sardoniques et mauvais, l'émotion phobique construit un vrai barrage pour bloquer la rencontre à l'autre, qu'elle remplace par la rencontre de la peur. Donc l'humour a cette faculté de nommer la douleur de manière positive, de trouver le moyen d'en tirer un plaisir. L'humour est en quelque sorte, comme l'avait dit le professeur Hano, une forme de résilience. Donc la résistance à l'humour, très rapidement, j'en parle parce que je trouve que quand même c'est très intéressant et je fais aussi le parallèle avec ce qui s'est passé dans ce recrutement massif d'adolescents dans des sectes religieuses telles que justement Daesh et ce qui s'est passé au niveau de la Révolution. Donc Mariano va dire, je la cite, « Dans certains cas, la crainte d'être ridicule et de devenir l'objet du rire des autres devient une véritable entrave à la vie sociale qui peut relever de la gélotophobie et s'accompagner de symptômes paranoïdes, justement. » Donc, ce serait plutôt une dépressivité développementale qui se gangrène à la suite de réactivation traumatique infantile avec aussi un narcissisme ici quand même blessé, assez fragile. Et ici, l'humour deviendrait un rire cruel, destructeur, qui ne servirait qu'à ridiculiser les autres personnes. Donc, et là, les autres riant ou souriant seraient perçus comme persécuteurs. Donc, Philippe Jamet nous dit « Détruire, c'est la créativité du pauvre. La même personne, si elle ne peut créer, peut toujours détruire. » Et ça pourrait expliquer en quelque sorte l'endoctrinement religieux de plusieurs adolescents, allant même jusqu'à renier l'héritage parental avec une violence extrême pour se jeter finalement dans les bras de gourous excellents dans l'art de la mort et de la manipulation, groupe Daesh, comme on a vu lors de la révolution tunisienne. Voilà. Donc, finalement, aussi Daniel Siboni nous dit « Je n'ai pas choisi de naître, mais je peux choisir de mourir. » C'est assez triste, ce serait un humour noir, là, je pense. Donc, l'humour implique le dédoublement de soi en objet risible et acteur du rire. D'accord ? Donc, il implique de se défaire momentanément de son identité, mais plus important que ça, il implique un retour vers soi plus tard. Alors, ce retour vers soi est essentiel. Et pour ces adolescents, justement, qui résistent à l'humour, ça serait apparemment défaillant. Et le recours au religieux viendrait ici combler ce vide relationnel, identificatoire et identitaire. Face au manque de l'autre, l'adolescent ne peut ni s'identifier ni être identifié. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'altérité ou pas d'altérité suffisamment bonne, il y aurait une panne de co-sublimation, comme le dit si bien Philippe Cutan. Donc, je vais passer rapidement sur ça. Et finalement, je vais conclure par cette question, peut-on rire de tout? On en a déjà parlé, je pense, on a déjà abordé le sujet. Et je citerai un humoriste bien connu, Pierre Desborges, qui va lui dire « S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire, sacrilège blasphématoire, que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, on peut rire de tout, et l'on doit rire de tout, de la guerre, de la misère et de la mort. » Vous me direz, avec précaution, je vous dirai, oui, d'accord, j'accepte, mais il me semble aussi que rire de tout serait quand même assez salvateur. Voilà, merci beaucoup, merci de votre attention. Et voilà, j'attends vos remarques. Bravo, Jihen. Vraiment bravo. Vous avez fait un travail magnifique. Merci. Franchement, j'avais pas, c'est une insuffisance de ma part, j'avais pas lu votre thèse jusqu'à aujourd'hui. Je sais que vous avez abordé le sujet, mais vraiment elle tombe à pic. Hein. Elle explique beaucoup de choses de ce qui s'est passé en Tunisie. Le travail pratique a été fait en quelle année, Jihen? C'était de 2014 jusqu'à 2018. 2014 à 2018. Donc, vous voyez, des ados de 13 à 15 ans, c'est-à-dire une génération qui a presque intégré l'école après la Révolution. Hein, vous retenez que nous sommes dans un contexte qui est venu après la Révolution. Et d'ordre méthodologique aussi, une question, est-ce que votre outil, est-ce qu'il a été validé en dialecte tunisien? L'outil, est-ce qu'il a eu une étude de validation?
Alors parfaitement, ce qu'on a fait une validation interne, j'ai pu le traduire et la validation interjuge a été faite. Donc, pour garantir justement qu'il y ait d'abord une fidélité culturelle, parce que ça c'était quand même assez important, et que le lexique utilisé, donc on en avait utilisé le dialecte tunisien, donc non pas de l'arabe, pas du français, alors c'était déjà en anglais, mais plutôt un dialecte tunisien qui était très proche des adolescents, et je voyais que les adolescents prenaient énormément de plaisir à répondre, donc c'était vraiment des réponses, j'ai beaucoup ri, j'ai adoré. Alors bravo, parce qu'avec une telle méthodologie, le principal résultat que je retiens, moi, qui me frappe, un tiers de non-humour. Oui. C'est un résultat qui est frappant. Est-ce que vous pouvez nous donner des résultats dans d'autres... cette échelle a certainement été utilisée sous d'autres cieux. Est-ce que vous vous êtes comparé à des pays similaires à la Tunisie et à des pays qui sont un peu différents? Parce que ça me frappe, un tiers de non-humour, un tiers, et ce sont eux qui sacralisent leur mère, qui n'intègrent pas les imagos parentales. Le père est absent. Même leur petit ami est sacralisé. Même quand c'est bien d'avoir une petite amie, je me disais, voilà, l'espoir va venir avec la petite amie. Ils la sacralisent encore. Ils utilisent un lexique religieux, et vous avez très bien expliqué, c'est pour combler des insuffisances ailleurs. Donc moi, je suis très, très, très inquiète pour ce tiers de la population des 13-15 ans qui sont en clinique, c'est clair. Ce sont des futurs hors la loi, c'est des futurs psychopathes qui n'ont pas intériorisé les interdits parentaux, les interdits sociétaux, qui ne sont pas dans la relation à autrui, avec le partage, avec la compréhension de l'autre. Donc, je tire une grande sonnette d'alarme. C'est déjà le cas à 13-15 ans. Comment on va les rattraper? Où est le travail du théâtre, de l'éducation sexuelle complète? Comment on va aider ces jeunes à se construire pour construire une société saine? Donc vraiment bravo pour ce travail. J'espère que vous allez en parler de plus en plus, parce que ça explique pourquoi la jeunesse tunisienne est en mal. Et ces jeunes, ils sont, je rappelle, ils ont eu l'âge du collège après la Révolution. C'est le système qui en a fait ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous avez certainement beaucoup de questions. Moi, j'aimerais bien aussi intervenir sur un autre chiffre qui m'a beaucoup aussi interpellée, c'est le 60% d'humour agressif. Parce que finalement, est-ce que ça ne reflète pas aussi cette violence qui est de plus en plus présente dans notre société, cette facilité à passer dans une manière défensive, d'attaquer l'autre, d'être dans la destruction de l'autre? Donc, je pense que, mis à part ceux qui n'ont pas d'humour, on a quand même une proportion assez importante d'adolescents qui usent d'un humour agressif. Et j'avais une question, Jihen, parce que vous avez donc, sur le plan méthodologique, utilisé un questionnaire pour classer vos adolescents selon leur type d'humour. Mais est-ce que l'humour est stable? Est-ce que le style humoristique est permanent? Est-ce que ça ne dépend pas du contexte, de mon état d'âme à ce moment-là, de ma situation? Est-ce que tu peux m'éclaircir un peu plus sur ce point? Merci. Oui. Merci beaucoup Lim, merci beaucoup Yasmine. Alors oui, je vais d'abord répondre à Yasmine rapidement. Donc par rapport à l'agressivité, à l'humour agressif, c'est à l'image de l'agressivité et de la violence du pubertaire qui va s'exprimer à ce moment-là. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui va être dans une agressivité agie. D'accord, parfois c'est une agressivité qui est parlée, qui est pensée, mais qui n'est pas réellement agie et donc secondarisée en quelque sorte. Donc ça reste de l'humour quand même. D'accord, c'est agressif, mais ça reste quand même de l'humour. Mais nous ne pouvons pas non plus négliger ici le contexte, Yasmine, comme tu sais très bien, comme nous le savons tous. À ce moment-là, les limites étaient déjà bafouées, les limites du pays. On se rappelle qu'on avait assisté à plusieurs attentats. Il y avait beaucoup
d'éléments crus à ce moment-là, beaucoup de morts, beaucoup d'assassinats, beaucoup de têtes coupées, beaucoup de vidéos agressives partagées par tout le monde et au vu et de tous, mais c'était alarmant. Et donc cette agressivité-là, extérieure, va forcément venir faire un écho dans l'agressivité intérieure. Et moi, je me dis, être agressif dans l'humour, ce serait mieux que d'être agressif dans l'agir. En quelque sorte, on est dans les mots et non dans l'agir. Après, à suivre, hein, c'est quelque chose qu'il faut justement, faut garder l'œil sur ces adolescents-là et faire que justement, ils ne basculent pas vers un côté qu'on ne pourra pas contrôler, peut-être malheureusement. Donc, le style humoristique, est-ce qu'il est permanent? Donc ici, Kamieniak va nous parler justement de l'humour adolescent. Alors pour lui, il va parler d'un humour adolescent spécifique. Alors il va dire que l'humour adolescent, il est différent de l'humour des adultes, parce que justement, l'humour adolescent va venir faire écho à des problématiques adolescentes. Donc après, bien sûr, quand on évolue, l'humour peut s'affiner encore plus. Alors il peut changer. Justement, il n'est pas immuable. Donc moi, en mesurant l'humour de ces adolescents-là, j'ai mesuré leur humour à ce moment précis, dans ce contexte précis, dans cette culture précise. Donc après, bien sûr, tout peut évoluer, tout peut changer. S'il y a, comme l'a bien précisé Elim, et je suis tout à fait d'accord avec elle et je la soutiens dans son appel à la prise en charge de ces adolescents-là, justement, s'il y a une prise en charge, s'il y a un suivi, tant sur le plan personnel que communautaire, s'il y a vraiment une conscience de l'importance de l'évolution et du développement de ces adolescents-là, il y a moyen justement de faire que l'humour évolue différemment, que les choses évoluent différemment, parce que justement, on va dire les problématiques ne sont plus les mêmes. Avec l'évolution de mes problématiques, il va y avoir aussi peut-être une évolution de l'humour et peut-être un choix d'humour par rapport à un autre. Donc, il va y avoir une prédominance d'un humour peut-être un peu plus adapté avec un autre humour qui ne serait pas adapté. Donc, par exemple, si je suis un adolescent et que je suis en train d'utiliser un humour agressif, allez, on va dire 60% d'humour agressif et 20% d'humour affiliatif, et puis qu'après, ça se développe et que l'humour affiliatif arrive à atteindre les 50% et que l'humour agressif atteigne les 50%, on serait quand même dans une sorte d'équilibre psychique meilleur que celui d'avant. Voilà. Et voilà, pour revenir aussi sur ce que Lim disait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Lim, ces adolescents, ces non-humour m'avaient choquée. En fait, moi, je ne m'attendais pas à trouver de non-humour. Moi, j'étais dans la modélisation. Il y avait un humour adapté, non adapté. Et j'étais là dans la catégorisation. Et en corrigeant, en faisant mon analyse de contenu, je me disais, mais c'est pas possible. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à formuler de l'humour? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est figé? Pourquoi est-ce que c'est rigide? Et en fait, à ces pourquoi, et à cette alarme qui sonnait dans ma tête, qui retentissait, je me disais, mais là, je comprends pourquoi en Tunisie, on a basculé vers un régime, entre guillemets, islamiste, parce que justement, il y a une grande partie de la société qui a été en quelque sorte mise de côté, qui n'a pas été entretenue, on n'a pas fait attention à ces personnes-là, on les a pas cadrées comme il faut, on s'est focalisé sur peut-être un enseignement académique, mais non pas sur le rôle réel de l'enseignant en tant que, on va dire, modèle, un bon modèle aussi, parce que parfois on a de mauvais modèles, mais un bon modèle, un modèle qui va offrir à l'adolescent une structuration, qui va lui offrir une certaine contenance, qui va lui offrir du sens. Donc tout ça, on l'a pas. Et puis, on a vu que récemment, il y a eu beaucoup de problèmes de limites. Et les limites ont été en quelque sorte exposées. On s'est vu exposé à une crudité, déconcertante. Et ça fait que justement, ça vient confirmer un peu ce que j'avais trouvé. Et je suis tout à fait d'accord de dire qu'il faut prendre position par rapport à ça. Alors, la question de la stabilité du type d'humour, je ferai le parallèle avec les mécanismes de défense. Tant qu'on a plusieurs mécanismes de défense, c'est bien, on n'est pas névrosé. Quand on en a un seul, on devient névrotique.
Eh bien, aussi pour l'humour, quand on est quelquefois dans l'autodérision, quelquefois dans le cynisme agressif. Je te regarde, Yasmine, mais je ne te vise pas. Voilà. Quand on est parfois dans l'ironique, parfois dans l'affiliatif, parfois dans l'amélioratif, c'est qu'on a un humour sain. Mais quand on a un seul type, ça peut être le prélude d'un problème. Et surtout quand on n'a pas d'humour, les 33%, voilà, 33% n'ont pas d'humour du tout. Moi, quand j'entends ça comme un état pré-psychotique. C'est qu'on a peu de mécanismes de défense et voire on n'est pas du tout ni dans un moi qui est équilibré, ni dans un réservoir pulsionnel qui s'exprime, et on n'a pas du tout de surmoi sur lequel on va nous appuyer, prendre un TH, voilà, pour vivre. Alors, votre échelle, j'aimerais bien que tu me l'envoies, JN. Avec plaisir. J'aimerais qu'on la diffuse. Et je vois que le métier se féminise qui m'a en médecine. Alors, mesdames, mesdemoiselles, je vous recommande, quand vous avez un prétendant, passez-lui l'échelle. S'il a de l'humour, quel qu'il soit, continuez. S'il ne l'a pas, fuyez-le. Voilà. Madame Darwish, est-ce que l'intervenant venant du Burkina Faso est là? Alors, on a encore du temps pour la discussion. Tfadel, est-ce que vous avez le micro? Tfadel. On profite pour discuter encore. Avec plaisir. Je voudrais revenir sur votre question tout à l'heure, madame. Marlou? Ça c'est ma voix alors. Donc, en fait, je voudrais revenir sur la question de Madame Henteti tout à l'heure par rapport à l'humour académique. Donc, vous venez de dire qu'il n'y a pas un seul type d'humour. Il y a l'humour noir, il y a l'humour agressif, il y a l'humour sain. Donc, en fait, ça s'apprend. Donc, l'humour, ça peut s'apprendre. Après, être humoriste, c'est une sorte de créativité. Donc, si on va parler de créativité, on va parler d'intelligence. Et du coup, je dirais que oui, pourquoi pas? Pourquoi ne pas être en situation d'apprentissage à l'université face à l'humour? Parce que c'est créatif, c'est intelligent, donc s'adapter à une situation quelconque. Et s'adapter à une situation, ça peut aussi, ça peut devenir une variable contrôlée, que ce soit par l'enseignant ou l'étudiant ou l'élève, ou dans un lien de thérapeute-patient. Donc une variable qui sera contrôlée afin de cadrer l'humour, l'agressivité, le vécu, et puis éviter à ce qu'on n'aurait pas des adolescents ou des jeunes dépourvus d'humour. Voilà. Est-ce que vous avez des idées dans le préventif? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Jihen, pour remédier à ce constat à 13-15 ans? Donc c'est qu'on devrait agir beaucoup plus tôt. Moi, personnellement, je dirais qu'on commencerait avec les mamans quand elles sont enceintes. C'est le moment où il faut commencer, au plus tard. D'ailleurs, un peu de publicité, à l'hôpital Mongislim, on a démarré une unité de préparation à la naissance et à la parentalité. On a quelques mamans, on peine à préparer les papas. Ils ne viennent pas, les papas. Donc, on essaye de déjà préparer les mamans à devenir mères. Ce n'est pas évident. Alors, et à l'enfance, Jihen, qu'est-ce que vous proposez à l'école préparatoire, au jardin d'enfants? Qu'est-ce que vous proposez pour développer justement? Je suis d'accord que tout s'apprend dans la vie, y compris la théorie de l'esprit, y compris l'humour, y compris... Qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, ça peut partir de quelque chose d'assez basique, en fait. Hein. C'est d'introduire justement cette composante humoristique, c'est de vraiment inclure tout ce qui se rapproche de la sphère du théâtre, du jeu, de favoriser l'expression chez les enfants. Tu sais, Elim, moi, ce qui m'a toujours troublée dans ma pratique clinique,
c'est de rencontrer des enfants qui étaient justement réprimés, qui n'arrivaient pas à s'exprimer, qui étaient tout le temps dans la honte, en fait, dans la culpabilité. Et quand j'essayais de comprendre le pourquoi de ça, je me rendais compte que les parents, en fait, étaient derrière et qu'ils n'autorisaient pas l'enfant à réfléchir. Et dès que l'enfant essaie de poser des questions, et tu sais que normalement c'est vers l'âge de, disons, de 3 à 5 ans que la curiosité sexuelle s'installe chez l'enfant. L'enfant commence à poser des questions par rapport à comment je suis venue au monde, comment ceci, cela, et puis il va avoir vraiment, vraiment beaucoup de questions. Et en règle générale, ce que les parents font, c'est que ou bien ils essaient d'envoyer l'enfant de part et d'autre et de pas lui donner, de ne lui donner aucune réponse, ou parfois ils vont essayer de répondre par des interdits. Non, on ne parle pas de ça. Alors, pourquoi on ne parle pas de ça? Et alors, tout de suite, ce qui va venir après, c'est haram, interdit par la religion. D'accord? On ne parle pas de ça, c'est comme ça ne se discute pas. Et l'enfant va être curieux de nature, même sur des sujets assez basiques, comme par exemple, pourquoi voler est interdit? Pourquoi mentir est interdit? Et alors, les parents vont dire, ah, je te mets le nar, attention, tu vas aller en enfer. Alors, pourquoi moi je vais aller en enfer? Parce que j'ai menti parce que j'avais peur. Alors pourquoi j'irai en enfer? Et les parents vont dire, et c'est comme ça ne se discute pas, Dieu a dit que ça se passait comme ça, et puis stop, ça s'arrête là. Et donc ce qui se passe ici, c'est que l'enfant va être culpabilisé et il ne va pas pouvoir installer ce plaisir à penser. D'accord? Parce que le plaisir à penser vient de la discussion, vient de cet échange, vient de cette capacité justement d'avoir un retour qui donnerait du sens à ce que lui essaie de construire. Donc partir sur des choses quand même assez basiques, essayer de discuter des sujets parfois aussi philosophiques avec des enfants. Et ça pourrait être bizarre quand vous l'entendez comme ça, mais je me rappelle que j'avais essayé de faire cette expérience avec notre défunte Rajé, j'ai oublié, je ne sais pas pourquoi là maintenant j'ai oublié son nom de famille, c'est bizarre. Bon, mais c'était une grande figure donc du théâtre tunisien qui est décédée et qui est une parente. Donc c'est bizarre que j'oublie son nom de famille, mais bon, c'est pas grave. Et elle m'avait demandé, elle avait fait un atelier pour les enfants. Et elle m'avait demandé de participer. Et je lui disais, c'est un atelier de quoi? Elle me dit, c'est un atelier de philosophie. Alors moi, je me dis, comment ça, philosophie avec des enfants? Elle m'a dit, oui. Mais on va partir sur des choses quand même assez très basiques. On va pas vraiment être dans la philo. Mais on va être dans cette communication, dans les choses sociales, dans l'autre, dans qu'est-ce que l'autre ressent, pourquoi l'autre ressent ceci, cela, essayer de se mettre à la place de l'autre, l'empathie. Tu vois, c'est des choses là qui sont quand même assez basiques, mais qui, malheureusement, on ne s'en rend pas compte, sont vraiment défaillantes au niveau des foyers de ces enfants-là. Donc, leur offrir, en quelque sorte, quelque chose d'autre, leur offrir la capacité d'accéder à cet environnement-là, d'accéder justement à cette formation-là, serait leur ouvrir une porte ou serait leur montrer un chemin qui serait différent de celui qui serait obligé de celui qui serait devant eux et auquel ils ne pourraient se dérober. Et là, on leur offre une autre porte, on leur offre une porte de sortie, une fenêtre parfois, même pas une porte. Mais au moins, on crée quelque chose sur lequel l'enfant, un peu plus tard, ou le futur adolescent, pourrait s'appuyer pour justement basculer vers la résilience et non pas vers justement la psychopathie ou la délinquance ou la pathologie mentale. On a une autre question ici. Oui, madame? Rajé Ben Ammar. Voilà, c'est Rajé Ben Ammar. Je dis Rajé de Madar. Elle a toujours été pour moi Rajé de Madar. Rajé Ben Ammar. Merci pour ces interventions et c'est la richesse de ces interventions. En fait, moi, j'ai un constat et une question à la fois. Donc, pour Madame Yasmine, moi, ça me dérange un peu. Je rebondis sur la question, en fait, l'intervention de Madame. Moi, je trouve particulièrement que l'humour, ça ne pourrait pas vraiment être académique. Madame Yasmine, elle a terminé par dire que dans l'humour, il y a un côté très important de la spontanéité. Moi, vraiment, je suis d'accord avec Madame, parce que dans l'humour en soi, il y a un dosage à faire aussi, que ce soit avec son patient, en thérapie, ou même avec son élève, avec son étudiant.
Et je parle avec expérience aussi, mais ici même dans l'enseignement, parfois, pensant être dans l'humour en tant qu'enseignant, on est dans on froisse l'étudiant, et parfois on dépasse les limites. On a cette casquette d'enseignant qui veut faire un peu, pour un peu, on va dire, pas familiarisé, mais un peu parfois on n'est pas dans l'attention, le contraire de l'attention. Et voilà, c'est un peu l'ambiance, et on risque d'aller dans des limites qui dépassent un peu notre cercle. Donc vous êtes contredit là. Vous avez fait un apprentissage selon le contexte. Vous vous êtes recadré. Oui, les mais fois en fait, selon votre apprentissage. J'aime bien le recadrol, c'est ça, je pense. J'adore le terme, parce qu'en fait, c'est vrai que nous-mêmes, en tant que ce soit thérapeute ou enseignant, ou nous-mêmes, on fait des apprentissages dans le va-et-vient, mais c'est pas vraiment la notion d'académique, pour moi, c'est comme si c'était un module et un enseignement à faire. Pour moi, c'est ça ce qui m'a un peu dérangée. C'est ça le mot académique. Par contre, c'est vrai, intégrer des exercices inspirés de théâtre, etc., tout ce qui est soft skills, très à la mode depuis quelque temps, là, je trouve que ça peut apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup à nos jeunes et à nos adolescents, etc. Le tout, c'est comment faire ce bon dosage. Moi, c'est ça ce qui me dérange. C'est faire le bon dosage et un équilibre entre... par rapport à ce qu'on donne, et tout en étant dans le respect du périmètre de l'enseignant, du patient. Allez-y, continuez. Non, ma deuxième question, c'est pour Madame Jihen. J'aimerais bien avoir des approfondissements par rapport à la partie qualitative de l'étude et l'utilisation du TAT notamment. D'accord. Madame Yasmine, vous commencez par répondre. Je vais essayer de répondre. Effectivement, moi, je l'ai tourné sous forme de question à la fin. Cette tentative de rendre l'humour un peu académique, mais le terme académique est un peu, on va dire, limité. C'est plus effectivement développer une compétence, une capacité. Je vais faire aussi le parallèle avec, par exemple, l'empathie. Pendant longtemps, on pensait que l'empathie n'était pas quelque chose... Voilà, c'est quelque chose de naturel. On enseigne à la faculté de médecine, on fait des jeux de rôle, on fait des vidéos, on se filme pour montrer... Tu pensais être empathique, et regarde-toi. Finalement. Donc, par rapport à l'humour, je suis d'accord. Oui. On peut s'autocritiquer. On peut s'autocritiquer. Oui, il y a un aspect don, en quelque sorte. On est doué ou pas. Il y a aussi l'environnement. J'ai évoqué mon expérience personnelle. J'ai un papa, certaines d'entre vous le connaissent, qui adore faire des jeux de mots, qui adore rigoler de tout. Donc j'ai baigné dans cet environnement. Je pense que, mis à part le don, on peut aussi développer cette capacité à l'humour, cette capacité de réagir à l'humour, de comprendre et de le produire. Donc le fait de l'introduire dans un cursus de formation ou d'initier des thérapeutes, c'est plus dans l'idée d'attirer leur attention sur cette capacité de communication, sur cette capacité relationnelle, sur effectivement comment éviter être dans le bon dosage, être dans la bonne capacité d'évaluation. Donc c'est plutôt comme des ateliers que je vois les choses et non pas forcément une formation théorique sur l'humour. Avant de passer à Madame Rabt sur le même ordre de sujet, exactement, et on profite par rapport à la créativité humoristique. N'est-ce pas qu'on peut, si on veut être créatif, et un humoriste par exemple, il a des moments académiques de recherche, il a des moments d'écriture qui obéissent à certaines règles, et il y a le processus créatif. Je ne sais pas, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est travaillé? On profite de la présence de Madame Derwish. Alors, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a une différence entre l'humour spontané et l'humour écrit, c'est autre chose. Celui qui fait de l'humour, qui écrit de l'humour, il ne peut pas ne pas avoir de l'humour de toute façon. Mais le contraire n'est pas vrai, donc c'est pas la même chose au fait. Donc ça, par rapport à la créativité, donc il faut aussi avoir cette plasticité psychique, à mon sens, qui permet à quelqu'un de jouer des mots, parce qu'on utilise pas mal de procédés stylistiques pour faire de l'humour, les métaphores, les litotes, les euphémismes, plein de... Donc il faut quand même... et on le fait spontanément, c'est pas...
C'est pas lié au niveau d'instruction, je veux dire. Hein. Nos grands-mères avaient beaucoup d'humour, mais aussi il y a quelque chose de l'ordre du créatif dans l'humour. On ne peut pas, je pense, être quelqu'un qui fait beaucoup d'humour et ne pas avoir cette créativité. Pas créateur, mais créatif, en tout cas. Et pour revenir à la question de l'enseignement, bon, il y aura une séance qui sera dédiée à l'usage de l'humour dans l'enseignement, mais c'est un petit avant-goût. Moi, je dirais que l'intervention de l'enseignant, l'humour est très important dans l'enseignement parce que c'est un brise-glace. Parce que moi, j'ai commencé l'enseignement en 2005 et je prenais beaucoup l'enseignement au sérieux. C'est-à-dire, pour moi, c'était très académique, il fallait être sérieux, surtout j'étais jeune, il fallait que je me fasse respecter, donc je rigole pas trop. Et petit à petit, tout ça, j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose qui ne menait à rien. Il fallait créer un lien, et le lien est facilement créé justement par l'humour. Et l'humour, ça peut être de l'autodérision, c'est-à-dire, on ne va pas... justement, le problème se pose au niveau de la définition de l'humour et comment en faire usage. C'est-à-dire, on peut faire de l'humour sans heurter personne. C'est-à-dire, l'humour, ce n'est pas se moquer d'un apprenant, surtout pas. Mais dans les méthodes d'apprentissage, l'humour, il facilite pas mal, est facilitateur d'apprentissage, parce que du coup, l'enseignant n'a plus cette place de pourvoyeur de connaissances, de celui qui vient donner un cours, celui qui ne nous ressemble pas, mais plutôt c'est une personne qui est aussi, oui, comme nous, pédagogue, oui, et qui est là justement pour créer cette relation, créer ce lien avec l'étudiant. Parce que s'il n'y a pas ce lien, il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a pas de message, tout à fait. Il n'y a pas d'apprentissage. On n'y adhère pas. Parce que là, via un clic, on peut accéder à tout. C'est ce que je dis à mes étudiants. Vous pouvez tout trouver sur Internet. Vous êtes là, et si vous êtes présent à mon cours, parce que il y a autre chose, parce qu'on on discute du cours et autre chose, et de la vie, et puis on en rigole parfois, et après je me fâche par moments, et c'est comme ça. Donc c'est une relation avec les étudiants, et c'est très important de préserver justement ce lien qui est très important dans l'apprentissage, parce que ça fait des miracles. Voilà. D'ailleurs, si je peux me permettre, un des enseignants qui m'a marqué là, dans ma formation, c'était Feu Si Abdouheb Mahjoub, qui avait une facilité à user de l'humour dans ses cours, et ça nous marquait à chaque fois. Et c'est pour ça que même moi aujourd'hui, j'essaye d'un peu de partir sur ce modèle-là, de l'anecdote finalement. C'est pas forcément un humour effectivement qui va attaquer quelqu'un directement, mais plus par rapport au contenu que je présente, c'est un jeu de mots, c'est une manière de tourner les phrases, c'est d'être un peu dans une manipulation de la situation, absolument, pour effectivement... Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants qui ont aimé la psychologie sociale, et c'était peut-être à un certain moment la matière préférée à la fac de mon temps, de mon époque, parce que si Abdouheb Mahjoub enseignait cette matière, et parce qu'on rigolait, et voilà, on rigolait, c'est-à-dire il n'attaquait personne, même quand il voulait comme ça essayer de taquiner un étudiant, c'était jamais méchant en fait, c'était jamais pour le rabaisser, donc voilà, c'était quand même l'humour en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui peut faire quelque chose. Vous n'avez pas encore le micro, on ne vous entend pas, il faut avoir le micro. Jihen, on vous avait sollicité pour une question, hein, Jihen, pour la partie qualitative, la partie dans la continuité. Alors, oui, exactement, juste dans la continuité de ce que vient de dire Madame Derwish ou Madame Hentetti, évidemment, pour créer ce lien entre le professeur et ses étudiants, je pense qu'il est nécessaire même de passer par l'humour. Ça permet d'abord de mieux transmettre le cours, d'étendre l'atmosphère et voilà,
plutôt qu'un cours qui soit voilà, un auditoire et un professeur qui parle. Mais maintenant, la question qui se pose aussi, c'est quel est le seuil ou quelle est la limite entre l'humour et la familiarité? Parce qu'on est aussi avec un public qu'on peut ne pas maîtriser en même temps. Hein. On est dans un amphi de 100 étudiants. Et ce rapport à l'humour peut facilement basculer vers son contraire et tomber dans la familiarité ou la dérision, ou la moquerie des étudiants de leurs profs. Donc du coup, au début, on avait peur que le prof se moque de l'étudiant, mais là aussi, si on ne sait pas mettre le bon dosage aussi et garder cette... comment dire, cette distance, on peut facilement basculer et on sait que beaucoup de professeurs souffrent justement un peu de la moquerie ou de la dérision de certains de leurs étudiants. Donc voilà, donc tout est question de dosage finalement. Hein. Donc, là, voilà. vous soulevez la difficulté face à des adultes. Hein. Vous êtes dans un milieu où ce sont des adultes. Je reviens au travail de Jihen. Mettez-vous à la place de ce pauvre enseignant de l'enseignement secondaire ou du collège qui a face à lui des pré-ados. Ce ne sont même pas des ados. À l'enseignement supérieur, vous avez aussi ce que j'appelle les adolescents. Il y a beaucoup d'adolescents. Ils sont supposés être adultes, mais leur problématique est encore adolescente. 20 ans, 21 ans, je reviens au travail de Jihen face à ces pré-ados et qui n'ont pas pu intégrer le processus adolescent. Il y a une question sur la partie qualitative qui certainement vous a donné des éléments de réponse. Et j'en profite pour aussi, vous avez parlé, Jihen, de parler avec l'enfant, de le laisser poser des questions. Et j'attire votre attention que là, le problème dans le monde, et en Tunisie en particulier, il est pire que de ne poser ou de ne pas poser de questions. Si vous voyez les interactions parents-enfants, vous allez voir qu'il n'y a plus d'interaction. L'enfant, il est livré à son téléphone portable. Il n'est plus même pas, est très jeune, hein, et plus il est face aux écrans à l'âge jeune, moins il est en interaction sociale, et peut-être que ça expliquerait ces 30% sans humour du tout. Hein. Ce n'est pas la même chose que de regarder un dessin animé de Qrin Tchalwesh ou toute la famille ou de Charlie Chaplin, et toute la famille rit ensemble et l'enfant apprend à rire de situations et il comprend le comique. Ce n'est pas du tout la même chose face à son écran. Et les jeux, je les ai vus, hein, c'est des jeux bêtes, hein, qui n'apprennent rien, en tout cas qui ne sont pas du tout dans l'humour. Jihen, vous nous dites 2 mots de votre partie qualitative? Oui, alors avant de répondre à la question qualitative, j'aimerais rebondir sur ce qui a été échangé par mes collègues. D'abord, j'aimerais dire que oui, alors utiliser l'humour, moi, contrairement à Salma, j'ai toujours été, depuis mes débuts, j'étais toujours dans l'humour avec mes étudiants, toujours. Je crois que j'ai eu ça de mon père aussi, comme Yasmine l'a dit. Oui, alors user de l'humour, oui, mais à manier avec précaution. Je reviens sur ce que ma collègue aussi vient de dire. Alors le mettre au mot peut-être pour ne pas tomber, pour ne pas devenir, disons, une cible préférentielle, disons, des attaques des adolescents ou des adultes, c'est justement d'être dans la bienveillance, c'est de toujours se focaliser sur un humour qui est plus... qui n'attaque pas l'autre, d'accord? Parce que quand on attaque, forcément, il va y avoir une contre-attaque, forcément. Mais quand on est plus dans la bienveillance, quand on est plus dans l'explication de choses de manière un tout petit peu plus souple, plus flexible, en règle générale, c'est apprécié par les étudiants. Ça, c'est mon expérience personnelle, du moins. Alors, il y a autre chose que j'aimerais dire, que Lim, tu m'as fait penser à ça. Quand je faisais mes entretiens au collège, donc j'étais avec un étudiant et cet étudiant-là, plus particulièrement, m'a beaucoup marqué. Enfin, ce collégien-là m'avait beaucoup marqué parce que j'étais en train de faire l'entretien avec lui, de lui faire passer le TAT. Et il m'a regardé à un moment donné, il m'a dit
merci. Et alors, au départ, il était là, il ne voulait pas trop parler, il jouait un peu à la tête brûlée, à cet ado qui était dans la rébellion, etc. Et puis moi, j'étais là, je n'ai pas du tout réagi à cette agressivité qui montrait, j'étais là, j'étais dans la bienveillance, j'ai essayé d'expliquer des choses, j'ai essayé de poser des questions par rapport à lui, par rapport à sa famille. Et au bout d'un moment, il s'est arrêté, m'a regardé, et je voyais ses yeux larmoyés. Et je lui dis, ça va, tu vas bien, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, merci. Je lui dis, pourquoi tu me remercies? Merci à toi d'être là et d'avoir accepté de répondre à mes questions. Il m'a dit, non, merci, parce que c'est la première fois que quelqu'un s'intéresse à ce que je veux dire, à ce que je ressens. Et ça m'avait énormément marqué. Parce qu'en fait, cet adolescent-là, personne n'avait vraiment, selon lui du moins, ne lui avait pas donné le temps de lui poser des questions sur lui-même, de s'intéresser à lui en tant que personne. Et ça, je pense que c'est vraiment le grand problème qu'on rencontre dans nos pratiques, c'est que justement ces adolescents-là ou ces enfants sont face à eux-mêmes, sont seuls face aux écrans, face au vide, face à, je ne sais pas, une société qui est de plus en plus malheureusement déstructurante, déstructurée. Et ça fait qu'au final, justement, on a des personnes qui vont être très fragiles et qui vont être beaucoup plus exposées que d'autres à cette décompensation sociale ou mentale. Autre chose, rapidement, avant de répondre sur la partie qualitative. Alors, moi, j'ai une expérience très, très intéressante par rapport à l'enseignement actuellement ici. Donc, je devais enseigner un cours qui était les techniques de l'entretien clinique et je faisais beaucoup de jeux de rôle. Donc, je faisais un peu ce que je faisais aussi en Tunisie. Donc, j'invitais mes étudiants à faire des jeux de rôle et souvent, donc, les autres étudiants étaient là, regardaient la scène, assistaient à la scène et puis prenaient des notes. Et puis, on était là à discuter ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, quelles sont les erreurs et puis essayer de travailler un peu sur tout ça. Et je me rappelle que ce jour-là, j'avais une étudiante. Donc, mes étudiants étaient plus ou moins, on va dire, motivés, ils avaient cette facilité d'expression. Il y en avait uniquement une qui était toujours coincée. Et je me disais, oulala, qu'est-ce que je vais faire avec celle-là? Il faut que je la décoince un peu. Et là, j'aurais dit, allez, on va faire un jeu de rôle. Donc, j'avais choisi une étudiante pour être la psychologue. Et je lui ai dit, allez, donc elle s'appelle Mariam. Je lui ai dit, Mariam, toi, tu vas être ma mère et moi, je vais être ta fille. D'accord? Donc, et moi, je vais être une fille hyperactive. Et toi, tu vas devoir me gérer pendant la séance. Et là, c'était vraiment très drôle parce que elle était très sérieuse. Elle m'a dit oui, madame, d'accord, on va faire ça, docteur, etc. Et elle était là et elle a vraiment essayé de jouer le rôle. Et moi, j'étais là à vraiment, vraiment la sortir de ses gants, quoi, de faire des choses qu'il faut pas, d'aller venir. Et elle me regardait comme ça. Et au bout d'un moment, elle a rigolé, elle a éclaté de rire. Elle m'a dit, mais docteur, je peux pas vous réprimander, je peux pas vous hurler dessus, c'est pas possible. Et là, on a tous rigolé. Et je lui dis, mais justement, mets-toi dans le jeu, tu es dans le jeu, ce n'est pas moi, là, je ne suis plus le docteur, je suis ta fille qui est complètement hyperactive et que tu n'arrives pas à gérer. Donc, oublie que je suis le docteur, oublie que je suis ton enseignante, mais focalise-toi sur le jeu. Et c'est ça, justement, l'humour, c'est de pouvoir, justement, sortir de soi, puis revenir à soi. Alors, si on a la capacité de diminuer les résistances des étudiants par rapport à ça et de leur offrir cette capacité de jouer des rôles, de ne pas être dans la peur de se perdre quand on joue un autre rôle, moi, je pense qu'on a fait quand même quelque chose de très important, qu'on a gagné beaucoup au niveau de leur formation en tant que futurs adultes en général ou en tant que futurs psychothérapeutes. Alors, par rapport à la méthodologie, donc le TAT, comment ça s'est fait? Donc, bien sûr, on n'a pas pu effectuer les TAT sur 187 étudiants. Techniquement, c'est pas possible. Donc, ce qu'on a fait, on a divisé les différents étudiants selon les groupes et on a prélevé de chaque groupe 10%. Donc 10% de chaque groupe, et ces 10%-là ont été soumis au test du TAT. On a fait une pondération de l'échantillon afin d'épurer justement les différences interindividuelles. Et donc c'est comme ça, le TAT a été fait de manière classique, travailler sur le contenu des planches, les mécanismes de défense, le travail classique du TAT. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, on mesure que... Merci. Vous avez dû travailler un bon moment pour avoir ces résultats.
Voilà, donc c'était passionnant, c'était une séance que j'ai trouvée passionnante, où on a rigolé, où on a appris. Oui, je ne sais pas ce qui se passe techniquement. On a beaucoup parlé même avec ta conclusion, Jihen, le jeu de rôle, on a beaucoup fait référence au théâtre. On demande à ce que le théâtre reprenne sa place auprès de la petite enfance. Moi, j'ai été à l'école publique dans la petite ville de Mahjoub, Tborba, en 1981-82, dans l'école publique de Tborba, et j'ai bénéficié du club de théâtre à l'école publique. Aussi au lycée, on a eu une activité de groupe basée sur le théâtre. À la faculté, nos jeux de rôle s'inspirent du théâtre. À l'enseignement, vous avez dit que vous... Alors, on a la chance d'avoir un homme de théâtre avec nous l'après-midi. Donc, soyez au rendez-vous en début d'après-midi. On vous libère. Alors, oui. Selim, un dernier mot. Alors, le théâtre, mais pas uniquement le théâtre, le cinéma, les clubs. Oui. Parce qu'actuellement, on a accès à tous les films possibles et imaginables sur toutes les structures. Mais est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il y a des discussions par rapport à ce qu'on regarde? Parce que c'est ça la richesse qu'il y a derrière, en fait, c'est de discuter ces films ou ces séries qu'on est en train de suivre, ce qu'il y a derrière. Enfin, je me rappelle, à mon collège, il y avait des clubs aussi, il y avait des clubs d'astrologie, je me rappelle, et c'était sympathique, on était tous là, et ça permettait de s'ouvrir, en fait, à quelque chose qui est différent d'un savoir académique, et d'être dans quelque chose, dans le plaisir, justement, à penser et à faire quelque chose d'autre, à sortir de cette routine académique qui parfois pouvait être très, très barbante, on va dire, pour les ados, plus particulièrement les ados. Exactement, Jihen. Pour te rassurer, sur ma feuille, je suis en train de lire, à la fin de ta présentation, j'ai mis théâtre, cinéma, éducation sexuelle complète. Voilà, c'est ce que j'avais mis. Et donc, bravo pour cette séance. Merci, Salma, de nous avoir donné cet espace d'expression, d'échange. On lève la séance. Merci à vous. Et pour les participants, le déjeuner sera servi sur place. J'arrive tout de suite. Donc, on va profiter justement du beau temps et de la belle vue. Voilà. Jihen, on se retrouve peut-être tout à l'heure.